verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Voici Walter Ulbricht. C'est le dirigeant de la RDA en 1961 et c'est surtout un menteur. En réalité, ça fait des années qu'il milite auprès de Khrouchtchev pour construire un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Car il est confronté à un problème assez grave, la fuite de sa population. On n'a pas des chiffres exacts, mais on estime qu'il y a entre 3 millions et 3,5 millions d'Allemands de l'Est qui ont quitté la République démocratique allemande entre sa fondation et la chute du mur. Alors déjà, perdre 3 millions de personnes quand son pays en compte 17 millions, ça pose un problème. Mais en plus, il ne s'agit pas de n'importe quel type de population. On peut parler d'une élite sur laquelle base aussi le fonctionnement de l'État. Et donc cette perte d'une élite, donc d'une élite jeune notamment, était un grand problème pour le fonctionnement de la RDA elle-même. Pour éviter cette fuite, toutes les frontières de la RDA sont déjà fermées. Toutes, sauf celles qui traversent Berlin. Le 13 août 1961, l'ordre est donné, Berlin-Ouest est coupé du monde. Du jour au lendemain, les familles sont séparées. De nombreux Est-Allemands ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail et même les enfants doivent changer d'école. Bref, c'est un énorme choc pour les 3 millions de Berlinois. Et pourtant, les troupes occidentales présentes sur place ne bougent pas. Le mur de Berlin n'est pas construit sur la ligne exacte de la frontière. En fait, il est construit légèrement en retrait. Donc il est construit en zone soviétique. Il est hors de question de passer la frontière pour aller le détruire. Ça serait une invasion, ça serait une attaque. D'autant que, finalement, le mur arrange aussi les affaires des Occidentaux. Du point de vue des relations internationales, la construction du mur de Berlin, en soi, est un scandale. Mais aussi horrible que ce soit à dire, le mur de Berlin, en fait, permet de clore la crise ouverte par l'ultimatum, puisque tacitement, ça reconnaît que les Occidentaux sont légitimes à Berlin-Ouest. Si le mur résout pas mal de problèmes, il provoque aussi une autre montée de tension entre l'URSS et les États-Unis, ici, à Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, c'est l'un des points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il est évidemment gardé, et pour le traverser, il faut présenter ses papiers et une autorisation. Cette règle est vraie pour tous, sauf pour les diplomates des puissances occupantes. Tant que leur statut et leur nationalité étaient clairement visibles, sur une plaque d'immatriculation par exemple, ils pouvaient circuler librement. Or, au cours du mois d'octobre 1961, des soldats est-allemands tentent à plusieurs reprises de contrôler les papiers de diplomates américains. Ceux-ci refusent et ne peuvent donc plus traverser la frontière. Pour forcer ce blocage, les Américains font escorter leurs diplomates de plusieurs tanks. Et en réponse, les Soviétiques positionnent eux aussi une trentaine de chars d'assaut de leur côté de la frontière. Le 27 octobre 1961, des chars soviétiques et américains se font donc face pendant 16 heures. Finalement, URSS et États-Unis parviennent à communiquer pour apaiser la crise. Car, au fond, aucun des deux ne veut d'une guerre ouverte. Les altercations, les petits incidents qui se passent, en particulier à Checkpoint Charlie, sont assez emblématiques de la guerre froide, à savoir les agissements d'un ou deux ou les erreurs d'un ou deux individus qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent coincés en panne d'essence ou à faire de la provocation, se retrouvent par ce jeu mécanique d'échelle à devenir en fait un risque mondial. Bon, tout ça, c'est de la diplomatie. Mais on peut aussi se demander quelles étaient les conséquences réelles sur la vie des Berlinois. Eh bien, quand Berlin était coupé en deux, le mur ressemblait vraiment à une enceinte de prison. À ceci près qu'à partir de 1975, avec la construction de la dernière génération du mur, il ne s'agit plus d'un mur, mais de deux murs. Pour passer de la RDA à la RFA, il fallait d'abord franchir ce premier mur, traverser le No Man's Land et enfin passer ce second mur,
Tout ça sous le regard des gardes qui avaient ordre de tirer à vue du haut des miradors. Bref, quasiment mission impossible. Et malgré ça, dès le premier jour, des habitants de Berlin-Est ont tenté de traverser au péril de leur vie. Absolument tous les moyens étaient bons pour passer à l'ouest. Se cacher dans des voitures, dans des trains, creuser des tunnels, y aller à la nage, survoler en ULM ou même en montgolfière. Si certaines de ces évasions spectaculaires ont réussi, bon nombre de personnes sont mortes en tentant de traverser le mur. Et bon nombre d'autres encore ont été emprisonnées par la Stasi, la police politique du régime. Alors, qu'est-ce qui pouvait pousser les habitants de la RDA à prendre autant de risques pour fuir ? Eh bien, d'abord, comme tous les habitants du bloc communiste, les habitants de la RDA étaient étroitement surveillés. Et la vie de ceux qui étaient considérés comme hostiles au régime était compliquée. On pouvait leur interdire de poursuivre leurs études et leur attribuer un travail d'office. Il faut ajouter à ça qu'il n'y avait pas réellement d'élections libres en RDA. Par contre, il y avait un décalage économique très important avec la RFA. D'un côté, vous avez la République fédérale d'Allemagne, qui est le pays qui se reconstruit le plus facilement et le plus rapidement dans toute l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, suite au soutien américain. Et vous avez de l'autre côté, donc une Allemagne de l'Est qui donc peine à tenir le rythme. C'est une question à la fois de décalage réel, mais aussi une question de perception, renforcée aussi par une certaine propagande américaine. Bref, plus le temps passe et plus l'économie du bloc de l'Est se porte mal, au point qu'au milieu des années 80, Mikhaïl Gorbatchev décide de réformer la politique de l'URSS. Avec la désidéologisation qu'apporte Gorbatchev, va aussi l'idée que les pays d'Europe de l'Est sont invités à rester dans le système qu'on a construit ensemble, à continuer à partager les valeurs qu'on a autour du communisme et différentes valeurs associées. Mais ça ne veut pas dire que l'URSS, en cas de crise interne, interviendra par les armes pour maintenir le communisme au pouvoir. Et ça libère beaucoup de forces d'opposition ou de paroles sur la possibilité de transformer les États d'Europe de l'Est. Et les conséquences de ce changement de politique sont radicales. En septembre 1989, la Hongrie est le premier pays du bloc communiste à ouvrir ses frontières. Quelques mois plus tard, la Tchécoslovaquie fait de même. Le rideau de fer se fissure. Des Allemands de l'Est fuient en masse par ces deux pays. Et au même moment, des manifestations qui regroupent des millions d'Allemands s'organisent en RDA. Devant l'ampleur de la contestation, les démissions s'enchaînent en RDA. Le 8 novembre 1989, c'est le Conseil des ministres, et dès le lendemain, le bureau politique du Parti communiste. Bref, le système politique de la RDA vacille. Et c'est à ce moment-là que le monsieur dont on parlait en début de vidéo intervient. Pour calmer les manifestants, Günter Schabowski doit annoncer l'ouverture des frontières de la RDA. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR. Cette annonce est déjà historique. Pour la première fois, les Allemands de l'Est ont le droit de quitter leur pays librement. Mais là où Schabowski va réellement commettre une gaffe, c'est en répondant à cette question. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Le problème, c'est que mis à part quelques membres du gouvernement, personne n'est au courant de cette réforme. Et surtout pas les gardiens du mur. Il n'empêche que les Berlinois, informés par la télévision, prennent Schabowski au mot et se ruent au point de passage. Les soldats résistent un temps, mais en l'absence d'ordre, les barrières finissent par s'ouvrir. Le mur de Berlin est tombé.